L'actualité politique, c'est aussi l'audition aujourd'hui d'Emmanuel Moulin pour remplacer François Villeroy de Galhau à la Banque de France. C'est un poste évidemment très important. Oui, mais la question qui se pose, Yael, c'est que c'est le candidat d'Emmanuel Macron, Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Élysée, qui a tourné sur plusieurs postes importants et soumis donc au vote aujourd'hui du Sénat et de l'Assemblée. Qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, prenez vos calculettes. C'est reparti. Il y a, je sais le nombre exact, j'ai un trou de mémoire sur le nombre de commissaires que ça représente de députés en commission. 121 au total. 121 au total, ouais. Merci beaucoup. Si vous prenez l'Assemblée nationale, a priori, il perd. Vous avez 3/5 contre lui. Mais les probabilités très fortes, c'est qu'il soit sauvé par les sénateurs LR de droite du Sénat. Parce qu'il y a un scénario envisagé donnant. C'est très... C'est la grande marmite là, des négociations. Gérard Larcher sait qu'il peut obtenir un sénateur du Rhône, François-Noël Buffet, pour le poste de défenseur des droits, qui va être laissé vacant prochainement. Donc, si les sénateurs LR adoubent Emmanuel Moulin à la Banque de France, il y aura un renvoi d'ascenseur pour le défenseur des droits. Pour donc François-Noël Buffet qu'on aperçoit à l'image. Alors que les images étaient précédentes, c'était justement Emmanuel Moulin en pleine audition en ce moment même devant les députés. Finalement, donc effectivement, on reprend les calculettes, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça va passer ou non ? La question qui se pose, c'est qu'évidemment, toute la gauche a décidé de toute manière de ne pas suivre ce recasage. Il leur plaît pas du tout. Le Parti socialiste en fait partie, effectivement. Ce vote, Stéphane Vernet, il est donc entre les mains des centristes et des républicains. Oui, mais ça a été très bien expliqué par Yael. A priori, les sénateurs LR, en fait, ont voté pour. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que la nomination d'Emmanuel Moulin soit validée. Après, il faut voir aussi ce qui se passera pendant l'audience. La question qui se pose aujourd'hui, elle n'est pas tellement de ça... Enfin, la compétence d'Emmanuel Moulin pour ce poste, elle peut pas être remise en cause. C'est un grand serviteur de l'État. Il a été directeur de cabinet du ministre de l'économie... Bruno Le Maire, il a été directeur du Trésor, il a été directeur de cabinet de Gabriel Attal, Premier ministre, et secrétaire général de l'Élysée. Il a toutes les compétences, en fait. Voilà. La question, c'est que c'est une intervention, et le président de la République exerce son droit constitutionnel en nommant un certain nombre de hauts fonctionnaires à des postes clés. Donc tout ça est normal, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre d'institutions de la République qui sont passées aux mains de fidèles ou de proches du président de la République. Je pense au Conseil constitutionnel, donc Richard Ferrand, à la Cour des comptes, Amélie de Montchalin, plus si vous ajoutez donc Emmanuel Moulin à la Banque de France. L'idée, c'est que en fait, on a un Emmanuel Macron en fin de règne qui est en train de distribuer des postes à des postes clés, à des très proches. Et c'est ça qui fait grincer les dents. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est de bonne guerre. Et ce poste, Guillaume, qu'on comprenne bien, c'est un poste clé que celui de gouverneur de la Banque de France. C'est un poste clé, le poste de gouverneur de la Banque de France. Vous savez qu'une banque centrale, c'est indépendant par nature, c'est indépendant des pouvoirs politiques. Ça doit le rester parce que c'est un rempart contre la volonté de certains politiques de prendre des décisions précipitées sur le plan économique qui peuvent avoir des effets très bénéfiques à court terme, mais qui sur le long terme peuvent être catastrophiques. Ouais. Donc c'est un rempart, sous l'indépendance d'une banque centrale, c'est un rempart contre l'insouciance ou l'incompétence des dirigeants politiques en matière économique, ou les deux pour le coup. Et c'est vrai que là, on parle là d'un quelqu'un, Emmanuel Moulin, qui effectivement a le profil. Il fait partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle les grands commis de l'État, ceux qui ont fait leurs preuves à des postes clés, à des responsabilités, à des moments clés, et qui ont les compétences pour garder le cap et empêcher le pouvoir politique, quel qu'il soit, quand il sera en fonction, de partir dans des dérives. Mais c'est vrai qu'hier, on entendait François Villeroy de Galhau dire que lui, il a toujours une liberté d'expression à ce poste. Est-ce que ça serait le cas d'un Emmanuel Moulin ? Je pense, la question, elle est plus dans la temporalité de cette nomination. Parce que le mandat de M. Villeroy de Galhau, il courait jusqu'en 2027, au-delà de l'élection présidentielle. Donc, il a démissionné plus tôt, alors pour partir dans l'associatif, c'est là qu'il y a un poste qui se profilait pour lui. Je crois que c'est les enfants des apprentis d'Auteuil. Voilà. La question, c'est pourquoi 2026 alors ? Et là, vous avez le soupçon politique à ce moment-là, dont le RN peut tout à fait se servir. Ce qu'il fait. Et ce qu'il fait déjà en disant, mais entendez, vous voulez verrouiller l'appareil d'État avant que nous, éventuellement, nous puissions exercer les responsabilités si nous sommes élus ? Et ça, qu'est-ce que vous dites contre ça ? Parce qu'Amélie de Montchalin,
Cour des comptes, c'est exactement ce qui s'est passé. Richard Ferrand, là, Conseil constitutionnel. ça, c'était le la même calendrier temporalité, normal de renouvellement. Oui, mais c'est que des proches d'Emmanuel Macron dans les hautes sphères. Bien sûr. Et donc, la petite musique qui consiste à dire à des postes clés de nos institutions, Emmanuel Macron place, avant de partir, des verrous pour peut-être plus tard pour lui. En tout cas, dans la pratique du pouvoir, ça veut dire que le RN pourra tout à fait dire, mais enfin, vous l'avez fait avant nous. Alors, nous aussi, on va placer les nôtres. Et 2 enseignements, ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il anticipe déjà une victoire du RN à l'année prochaine, potentiellement. Et Emmanuel Macron, il avait dit qu'il ne ferait plus de politique. Il a dit, après, j'en faisais pas avant, j'en ferai pas après. On peut peut-être en douter, Stéphane Bern. Alors, Emmanuel Macron anticipe une victoire potentielle du RN l'année prochaine. Ça, c'est le discours du RN. Moi, je suis pas... Enfin, voilà. Franchement... c'est loin d'être fait. Et là, on est dans un discours, on est dans un discours politique. Mais ce qui est sûr, c'est que si le RN arrivait effectivement au pouvoir, ils feront la même chose. Donc, voilà. Mais ce sont des verrous économiques aussi, de politique, de macroéconomique, parce que Amélie de Montchalin ou Emmanuel Moulin sont des gens qui sont dans l'économie de marché ou économie sociale de marché, pro-européens. Et ça, ce sont évidemment des profils comme Pierre Moscovici l'était avant, qui sont, très, très antithétiques avec le RN. Des remparts, entre guillemets, à certaines dérives. Européens, défense de l'euro, de la monnaie unique et d'une certaine politique économique. Non, sur les objectifs, effectivement, sur les compétences du patron de la Banque de France, en l'occurrence, pour vous donner quelques exemples précis, c'est lui qui fixe le taux du livret A. On n'a pas envie de laisser ça aux politiques, on n'a pas envie que les politiques s'amusent à demander au patron de la Banque centrale d'augmenter le livret A pour donner un coup de pouce. C'est une mesure électoraliste, mais ça veut faire s'envoler l'inflation. On laisse pas ça aux politiques d'une manière générale. C'est lui qui fixe le niveau du taux d'usure. C'est le taux auquel les banques peuvent prêter accorder un crédit immobilier. Vous laissez pas ça aux politiques d'une manière générale. Vous faites attention à ce que les politiques ne s'emparent pas des sujets cruciaux à long terme. Et juste 2 petites choses. C'est pas parce qu'ils sont toutes ces personnalités-là sont nommées par Emmanuel Macron et sont des proches d'Emmanuel Macron à un moment X ou T et qu'elles ne seront pas parfaitement indépendante dans l'exercice de leur nouvelle fonction. C'est un mandat non renouvelable, c'est 6 ans, donc la personne qui est nommée fait ce qu'elle veut. Il ne faut pas leur faire un procès d'intention. Et 2, encore une fois, l'idée que Emmanuel Macron nommerait ces personnalités-là des postes clés, ce qui est le cas, dans l'idée que ça pourrait lui servir s'il voulait revenir dans 5 ans, moi je pense que ça n'a rien... Non, mais en fait, en réalité, ça n'a rien à voir. Mais c'est normal de se poser cette question. Ou pas, lui, il se dit qu'il met les meilleurs, les plus compétents au poste où les a nommés. Non, 2 choses. Oui, le devoir d'ingratitude. C'est Robert Badinter qui en avait parlé devant Mitterrand lorsqu'il avait été nommé président du Conseil constitutionnel 1986 de mémoire. Eh bien, Richard Ferrand a repris cette expression en disant « Moi aussi, j'exercerai mon devoir d'ingratitude. Je ne descends pas de la cuisse de Jupiter. J'ai aussi mon autonomie. » Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est un révélateur, ce qui se passe sur ces nominations. Ça nous remet à quel point, devant nous, la Constitution est présidentielle, voire monarchiste républicaine. Enfin, c'est tout l'héritage de ça qui est dedans dans l'article 13. Tout le pouvoir concentré en une seule main. L'article 13, le président nomme au pouvoir civil et militaire avec... Et Mickaël Moreau, un collègue journaliste qui a sorti un livre sur justement le pouvoir de nomination d'Emmanuel Macron, excellent livre, explique qu'il n'a pas obtenu comme document la liste de tous les postes qu'un président peut nommer en France. Ça se chiffre entre 5 et 10 000 postes qui peuvent dépendre directement de l'Élysée. On parle de l'Opéra Comique, on parle du château de Versailles, évidemment, de tout un tas de postes, les ambassadeurs, évidemment, ça c'est l'article 8, mais donc vous avez vraiment une constitution qui est faite pour un pouvoir très vertical. Mais ça, c'est parfaitement déraisonnable, mais c'est pas du tout la faute du président de la République. C'est effectivement dans la Constitution. En l'occurrence, il y a forcément une démarche politique derrière, parce que vous le disiez, il y a aussi Emmanuel Moulin. En contrepartie, il pourrait y avoir la nomination de défenseur des droits, François-Noël Buffet, qui lui, pour le coup, est un républicain. Ça ferait en sorte que les républicains voteraient pour Emmanuel Moulin s'il y avait... Donc c'est vraiment une contrepartie assumée. On regardera vote par vote, mais c'est ce qui se profile, c'est ce que tous les observateurs du Parlement, y compris au perchoir et au plateau, ont en tête. C'est-à-dire, ça va être serré, mais le vivier LR au Sénat devrait suffire. On rappelle, il faut 3/5 contre. C'est pas un vote à la majorité absolue. Si vous ne voulez pas de cette nomination, vous devez être 3/5 de parlementaires à dire non.
Pas abstention, hein, non, nommément. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En l'occurrence, effectivement. Donc, on s'achemine vers une nomination d'Emmanuel Moulin, finalement, donc, à la Banque de France. En l'occurrence, on suivra évidemment les votes cet après-midi sur France Info. Mais c'est vrai que ça pose la question de l'après Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est en fin de règne, hein, comme vous l'avez dit, Stéphane Vernet, et qui se demande aussi ce qu'il va pouvoir faire après. Est-ce qu'il va revenir aux affaires politiques? Est-ce qu'il va revenir dans les affaires privées? Il a travaillé un temps à la banque de Rothschild, en l'occurrence. Est-ce qu'on peut le voir partir comme ça dans le privé? Est-ce que vous avez des indiscrétions sur ce que pourrait faire le président après 2027? Il a dit des choses contradictoires, c'est ça qui est compliqué. Il a brouillé les pistes, puisque il y a eu ce déplacement récemment, où est-ce que c'était, j'ai un trou de mémoire, interrogé par un jeune auquel il répond, je crois que c'est à Chypre. Mais c'est ça, j'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après, voilà. C'est pas prévu. Mais sauf que pour l'anniversaire des 10 ans de La République En Marche, à côté de Gabriel Attal, rappelez-vous, au Cirque d'Hiver, ça c'était l'année dernière, il avait dit vous devrez compter avec moi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'était un peu en mode c'est mon projet. Donc on n'avait pas du tout l'impression qu'il allait lâcher l'affaire, loin de là. Donc en général, un ancien président de la République fait toujours un peu de politique, ne serait-ce que pour commenter l'action en cours, les grands rapports de force dans le monde, la géopolitique. Il est souvent consulté d'ailleurs par ceux qui sont aux affaires. Exactement. Lâcher l'affaire. Oui, ils sont souvent consultés par ceux qui sont aux affaires. C'est le cas de François Hollande, de Nicolas Sarkozy, qu'Emmanuel Macron va voir parfois, Stéphane, en période de crise. Est-ce qu'il pourrait avoir un rôle comme ça consultatif de conseiller finalement? Bien sûr, on peut tout imaginer. En fait, alors après, la difficulté ou le point faible d'Emmanuel Macron par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il n'a jamais eu de mandat électif avant de devenir président de la République. Donc, souvenez-vous d'un Valéry Giscard d'Estaing ou de François Hollande, en fait, qui redeviennent députés. Ou Valéry Giscard d'Estaing, il a même été président de conseil départemental. Enfin, il a fait plein de choses. En fait, ils sont restés ancrés dans la politique, mais parce qu'ils étaient déjà avant d'accéder à l'Élysée. Et il était parfaitement logique qu'ils continuent sur cette trajectoire. Et là, ça manque dans le. Et avant l'Élysée, il avait même eu un plan possible, un scénario pour Marseille, pour devenir maire de Marseille, qui n'a pas abouti. Certains avaient réfléchi pour lui. En l'occurrence, pas d'ancrage pour Emmanuel Macron, donc on verra ce que l'avenir